Derrière moi, l'Allier, le principal affluent de la Loire, et encore derrière moi, Moulins, une ville qui regorge de musées étonnants. Et on va commencer tout de suite avec le Centre national du costume de scène. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Bienvenue à Moulins dans l'Allier. Vous allez le voir au fil de nos 2 épisodes, cette petite cité aux origines médiévales a quelque chose de vraiment attachant. Avant de se balader en ville, voici 2 bonnes raisons de venir à Moulins, ses musées et sa gastronomie. C'est d'ailleurs un peu à l'écart du centre-ville que l'on commence notre journée au Centre national des costumes de scène. Nous sommes attendus par Isaline. Elle n'habite pas ici depuis très longtemps, mais elle adore déjà sa nouvelle ville. Isaline, Moulins, pour toi, c'est une ville où tu as emménagé il n'y a pas si longtemps, mais en fait, tu es déjà amoureuse de ta ville. Oui, effectivement. Quand on va visiter le centre historique de la ville, on va forcément être charmé par les petites rues qui restent dans leur dessin médiéval, avec ces vieux hôtels particuliers. On va pousser des portes et on va s'apercevoir que les choses sont restées dans un charme très ancien. Ici, effectivement, nous sommes au CNCS, un petit peu à l'extérieur de la ville. On a le Val d'Allier qui va nous séparer de ce cœur de ville. Et l'Allier, c'est donc un fleuve qui a beaucoup œuvré à la prospérité de Moulins, à son développement. C'est vraiment un atout. C'est tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mariniers qui sont vraiment développés jusqu'à l'apparition du chemin de fer, remontaient l'Allier, passaient sur la Loire et puis rejoignaient Paris par le canal de Briare. Et puis, de faire passer des moulins. Tout à fait. Effectivement, il y avait un certain nombre de moulins. Donc, d'abord, les moulins à eau, directement sur l'eau, sur l'Allier. Et puis ensuite, un peu plus tardivement, les moulins à vent sur les hauteurs, effectivement, qui auraient donné... c'est une des légendes, en tout cas, du nom de Moulins. Il y a plusieurs légendes sur l'origine du nom. Il y avait beaucoup de moulins. A priori. Voilà, ça c'est sûr, beaucoup de moulins dans la région, effectivement. Ici ça résonne parce qu'on est proche de l'Allier, mais aussi parce qu'on est dans une très très grande cour, oui. Et c'est en fait une ancienne caserne, c'est ça ? C'est une ancienne caserne qui a été construite au XVIIIe siècle. Il y avait une grande activité militaire, mais les militaires étaient logés chez l'habitant. On connaît ce que peut faire comme déboire tout un groupe d'hommes qui sont logés chez l'habitant, et c'est pour... donner un peu d'ordre à tout ça, qu'on a construit un peu à l'extérieur de la ville. Et alors, après avoir été un lieu isolé, maintenant c'est devenu un lieu où les Moulinois viennent, parce qu'il s'y passe plein de choses. Parce qu'il s'y passe plein de choses, effectivement. Donc c'est le musée du costume de scène pour les Moulinois, mais c'est aussi d'autres choses. C'est pour ça que ça s'appelle un centre national du costume de scène. Alors, je sais que tu es enseignante par ailleurs. Est-ce que tu es déjà venue voir l'expo temporaire en ce moment avec tes élèves ? Alors, avec mes élèves, non, pas encore, mais c'est tout à fait possible et envisageable dans les semaines qui viennent de pouvoir les amener. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre et comme ça, tu nous montreras un peu ce qui te plaît dans cette expo. Eh bien, en route. Allez. Ce que j'adore dans ce lieu, en fait, c'est qu'on est à la fois dans les strass et les paillettes du costume de scène, et en même temps, ça parle aussi beaucoup des gens qui sont derrière et de tous les savoir-faire. Vie quotidienne, même de petits savoir-faire qu'on peut avoir soit à la maison, soit même dans un cadre professionnel. On va pouvoir avoir une première vision sur des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Ici, le côté de la couture, c'est peut-être le plus connu des métiers qu'on va avoir tout au long de cette exposition, mais on parlait du plumassier, par exemple, c'est un métier qui est très peu connu. Toi, par exemple, ici, qu'est-ce qui te plaît dans cette pièce ? Il y a plusieurs choses qui marquent mon intérêt. Effectivement, les différentes sortes de corsets qui se trouvent de ce côté-ci sont intéressants parce qu'on parle corset, mais en fait, on voit que la silhouette va pouvoir être modelée complètement par cet habit. Et puis aussi, évidemment, la mise en scène qui est faite des différents costumes avec l'opéra de Vichy. En arrière, moi, c'est l'opéra dans lequel j'ai vu mon premier opéra. Donc voilà, ça parle aussi forcément aux gens de reconnaître des lieux qui ont pu marquer notre histoire personnelle.
Delphine, Isaline nous a dit que cette exposition, c'était un peu une nouveauté, une forme de rupture ici. Alors, on est quand même parmi des costumes absolument magnifiques, malgré tout. Quel était le propos initial de cette exposition? Alors, l'exposition Artisans de la Seine, c'est vraiment parler des métiers, des savoir-faire, des techniques, des outils, des matières premières. En fait, tout cet univers qui n'est pas forcément visible sur scène, mais qui sont des métiers de l'ombre et qui sont bien sûr liés à ce travail de spectacle. Donc ici, nous sommes dans la salle sur les plumes, et le métier de plumassier, donc avec un certain nombre de costumes qui sont... C'est absolument magnifique. Il y a un très beau costume du Moulin Rouge, avec ce travail tout à fait exceptionnel. Quand on parle de plumes, on parle de cabaret, music-hall. Et même si ce n'est plus ce que c'était par rapport à une certaine époque, au début du siècle, la plume reste quand même un des emblèmes en fait, de ce type de spectacle. Mais c'est plein de métiers qui font rêver. On a dans une autre salle aussi de l'orfèvrerie, c'est oui. ça, parce qu'il y a beaucoup de bijoux qui sont créés. Bien sûr, ce sont des métiers fragiles, mais qui existent encore et que la France, justement, a ses compétences et qu'elle doit absolument les soutenir et que de jeunes générations sont là aussi pour prendre le relais et faire vivre justement ces métiers. Soit dans le spectacle, soit dans la mode, soit dans différents domaines qui peuvent être aujourd'hui autour du design et que c'est aussi pour les jeunes que cette exposition est consacrée. Delphine, on est dans un lieu où on voit l'envers du décor en fait. Et l'envers du décor de ce lieu, c'est quoi? Quel était le projet au départ? Donc ça s'appelle un centre, le Centre national du costume de scène. Au départ, on était peut-être uniquement sur une idée de réserve pour préserver ces costumes qui ont une valeur patrimoniale, mais évidemment on s'est ouvert à d'autres missions de conserver, de constituer cette collection, mais surtout de la rendre visible, de la faire découvrir au public. Puis maintenant, il n'y a pas que des costumes, ouais, c'est ça. Tu voulais de parler de cette salle bah oui. qui, alors là, vraiment, qui est vraiment dans les coulisses d'un atelier de décor. Il y a un personnage qui est important aussi ici, c'est Nureyev. Absolument. Donc il y a une expo permanente qui lui est consacrée. Voilà. Est-ce que tu aurais encore un tout petit peu de temps pour nous la montrer? On y va. Super. Nureyev, danseur étoile, chorégraphe, un des personnages les plus photographiés de sa génération avec Marilyn Monroe. Mais alors pourquoi il a tellement marqué son époque, Rudolf? Pour beaucoup de raisons, notamment parce que c'était avant tout parce que c'était un très grand danseur, une très forte personnalité, un très grand homme qui a eu une carrière exceptionnelle. Et évidemment, tout le monde le connaît à travers son asile politique, puisqu'il a demandé cet asile politique en 1961, et que par rapport à ça, il a été couvert par les médias du jour au lendemain, alors qu'il avait 22-23 ans, donc un tout jeune homme. Et ensuite, s'en est suivi une carrière tout à fait exceptionnelle à travers le monde. Et puis il était très beau aussi. On peut accessoirement, il était très beau, absolument. Ici, on est chez lui, c'est ça? L'idée du scénographe, Ezio Frigerio, a été de reconstituer une partie de son salon parisien pour que vraiment le visiteur rentre justement dans cet intérieur riche, décoré, chargé. Ça représente bien l'excentricité aussi du personnage. Absolument, l'excentricité. On voit aussi des costumes, c'est assez amusant parce qu'on voit qu'il aimait aussi, même chez lui, s'habiller de manière... un petit peu il était en représentation. Un peu excentrique. Voilà, il était en représentation. Mais c'est magnifique. Alors ici, on est dans l'expo permanente, en fait, donc on peut la voir un peu quand on veut. Tous les jours. Par contre, l'exposition qu'on a vue tout à l'heure, c'est une expo temporaire, dont d'ailleurs tu es commissaire, et on peut la voir jusque quand? Alors, Artisans de la Seine est présenté tous les jours, sans interruption, jusqu'au 11 mars inclus, 11 mars 2018. Ok, vous avez bien noté. Donc pour venir à Moulins, pour profiter de l'exposition, avant la mi-mars. Je suis émerveillée par cette visite autour des costumes de scène. On se rapproche un peu du centre-ville pour découvrir un autre musée, le musée de l'illustration jeunesse. J'ai rendez-vous avec Mathilde. Elle est illustratrice. En temps normal, elle travaille à Bruxelles, mais en ce moment, elle est venue s'installer en résidence, ici avec sa petite famille, pour travailler sur son prochain livre. Mathilde, tu nous fais découvrir le musée de l'illustration jeunesse. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce lieu quand tu es arrivée ici? Alors moi déjà, ce que j'aime beaucoup dans ce musée, c'est tout simplement que c'est l'un des seuls, voire le seul musée qui est dédié à l'illustration jeunesse. C'est très rare. Et donc c'est pour ça que moi je me suis intéressée à ce musée-là, étant illustratrice, un lieu entièrement dédié à ses créateurs, à ces créateurs de livres. Pour moi, c'était unique et c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller. Donc c'est un lieu où il y a une expo temporaire, il y a aussi une expo permanente? Alors il y a une expo permanente
Et il y a 2 expositions temporaires. Actuellement, c'est une exposition sur Tommy Ungerer et sur Karl Knut. Et Karl Knut, donc c'est celui qu'on voit ici. On est à côté d'une volière. Alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le monde animal, hein, c'est ça? Alors, il y a beaucoup d'animaux dans les livres de Karl Knut. Il y a des oiseaux, il y a des cochons. Et là, en effet, c'est à partir de son livre La volière dorée. Donc, on se retrouve à côté d'une immense volière dorée et entourée d'oiseaux qui ont été faits à la peinture. Alors toi, tu es aussi en résidence ici, c'est ça? Oui, alors moi, je suis en résidence ici pour une durée de 3 mois. Et donc, je loge dans une petite extension du musée. Et donc, je crée un livre dans le cadre de cette résidence, un livre d'illustration jeunesse. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait voir ton atelier? Oui, avec plaisir. Je vais Mais vous génial. emmener. Mathilde, le bout de la ligne, c'est le nom du projet, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ici que tu travailles? C'est ici que je travaille, c'est mon atelier en résidence au MIJ. Alors explique-moi comment ça se passe pour passer du projet au produit fini, parce que là on voit qu'il y a quand même une étape, c'est du collage en fait. Hein. En fait, moi je travaille en collage, donc d'abord j'envoie à mon éditeur un petit storyboard, en collage aussi. Et une fois que le storyboard est validé, alors je travaille d'abord en croquis, en dessin. Et ensuite, j'utilise ce qu'on appelle une table lumineuse, qui est cette boîte-là avec un néon à l'intérieur qui permet de voir en transparence. Et alors, avec différents papiers de couleur qui sont ici, je vais choisir différentes matières, différentes couleurs, et je vais pouvoir créer mon collage à partir des croquis que j'ai faits. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son grand-père, c'est ça? Voilà, donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son grand-père qui vont à la pêche. Et le grand-père veut pêcher des poissons, et puis le petit garçon, lui, il aura envie de pêcher des choses un petit peu plus extraordinaires, comme une baleine, comme un dragon. Ouais, c'est bien, ça permet de rêver, et pour les adultes aussi, finalement, on retrouve un peu notre âme d'enfant. C'est vraiment super joli. Et donc il y a une petite ligne sur chaque... Et donc à chaque fois, c'est une vraie ligne de pêche? C'est une vraie ligne de pêche, et le petit garçon à chaque fois va pêcher donc une créature. Je raconte pas la fin parce que sinon ça... Bah oui. Voilà. Mais un peu de suspense, mais il y a toujours une petite ligne sur toutes les images. Et qu'est-ce que ça change pour toi d'être ici en résidence à Moulins? Ça me laisse beaucoup de temps. Beaucoup, parce que c'est vrai que quand on est auteur-illustrateur, souvent on travaille à côté, et moi à Bruxelles j'anime beaucoup d'ateliers, mais j'ai moins de temps à moi pour faire mes dessins. Et donc ici j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer, et puis j'ai la chance aussi de découvrir une nouvelle ville, de découvrir des gens qui sont intéressés par le monde de l'illustration. Donc si on visite Moulins, on peut venir te voir? Oui, jusqu'à décembre, il faut se dépêcher, mais oui, avec plaisir. J'accueille toutes les personnes qui sont intéressées pour venir voir mon travail. Au contraire, ça fait du bien de rencontrer les gens et de parler un petit peu sur ça. Et à Moulins, qu'est-ce que tu as préféré? Alors ça fait déjà un mois que tu es là, c'est ça? Oui, ça fait le temps de voir un peu des choses. Oui, bien sûr. J'ai vu déjà pas mal de choses. Je suis arrivée pendant la Biennale des illustrateurs, qui est une biennale qui dure un petit moment et qui nous permet pendant ce temps de voir des expos. Sur l'illustration, il y a plein de musées, alors que Moulins c'est une toute petite ville. Je trouve qu'il y a énormément de musées, énormément de dynamique. Le centre du costume, le musée Anne de Beaujeu, la maison Mantin. Ouais, donc tu nous confirmes qu'on a bien fait de venir ici. Et voilà, c'était un bon choix de visite. Exactement. C'est vrai qu'on a bien fait de venir à Moulins, et nous n'avons pas fini de profiter de ses charmes. Un petit tour en cuisine, ça vous dit ? Le chef Philippe Barret nous attend pour une petite recette gourmande et simple à refaire à la maison. Évidemment, elle est basée sur la viande charolaise, la spécialité de la région. Chef Philippe, merci beaucoup de nous recevoir dans ton restaurant Le Parc. Avec plaisir, Charlotte. Alors, je t'avais demandé si tu avais une petite idée de recette qu'on pourrait à la fois refaire chez nous et puis en même temps qui soit à base de produits de la région. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on va partir sur une belle viande de charolais. Et donc oui. là, en l'occurrence, un filet. Et on va vraiment agrémenter ça avec des produits locaux. Donc, on va faire 2 sauces, très réalisables après à la maison. Ouais. Donc, une à base de 5% blanc. Le 5%, donc, qui est vraiment un vin d'ici. Voilà, un vin local. Et une à base de 5% rouge. Ok. Alors, qui vont être finies, ces 2 sauces. Alors, la 5% rouge avec le beurre de Baratte de la fromagerie des Règles. Et puis, la sauce à base de 5% blanc va être finie avec une très bonne crème crue de la même fromagerie.
et finit avec un petit peu de moutarde de Charroux. Waouh. Voilà. Bon, un beau programme. On Donc, commence avec les On échalotes, attaque. c'est ça? Alors on va Ouais. ciseler nos échalotes pour démarrer nos 2 réductions de sauce. Donc de l'échalote dans les 2, hein. Voilà. Ok. Donc on va démarrer le vin rouge. Alors on compte à peu près 1 décilitre par personne. D'accord. Donc là, c'est à Voilà. froid, hein, tout est froid en encore. froid. On va mettre une petite pincée de sucre pour Ah ouais, pour l'acid- caraméliser un petit peu. pour l'acidité et Ok. les tanins du vin rouge. Ok. Voilà, petite pincée de sucre. On va mettre en réduction, donc on va réduire de manière à avoir un miroir, c'est-à-dire il restera pratiquement plus rien. Donc on va concentrer D'accord. le vin et on va éliminer l'acidité et l'alcool. Donc on va faire La blanche. exactement la même chose avec le 5% blanc. Et là, on va laisser réduire combien de temps à peu près Voilà, en fait- sur une quantité comme ça, on va dire, allez, une petite dizaine de minutes, Ok. à peine. Alors on y est, ça a réduit. Voilà, alors, la réduction de 5% rouge, Ok. terminée. Donc on va prendre un petit fouet. Notre beurre de baratte, De donc baratte. toujours important de monter avec un beurre froid hein, pour créer D'accord. l'émulsion. Donc Donc voilà, là, t'en as mis. on compte à un peu bon- près 20, on a dit 1 décilitre de vin et après on va compter 20 grammes de beurre par personne, donc c'est pas D'accord. très riche. On a l'émulsion qui s'est créée, voilà, tout simplement. Donc on va finir avec un petit peu de sel de Guérande, Guérande. toujours un sel, utiliser un sel naturel, hein, éviter ces sels blancs traités au nitrate. Et on finit avec un bon tour de moulin à poivre. Voilà, D'accord. il faut relever la cuisine. Donc voilà, notre sauce vin rouge, voilà, Qui sont super bons. Et Alors, c'est vrai que. est terminée. Et maintenant, on va s'attaquer Le blanc. à la deuxième à base de 5% blanc. Alors, Ah, là, on met de la crème. voilà, alors là, la crème crue, là, dont je vous parlais, de ma petite fromagerie. Donc pareil, allez, on compte une belle cuillère par personne. Voilà. Et on va finir avec un petit peu de moutarde locale, donc notre belle moutarde de Charroux. Voilà, donc la valeur, allez, on va dire une cuillère à café par personne. Et donc ces sauces, elles vont nous permettre Voilà. de dresser le charolais, le bœuf. Exactement. C'est ça? Donc maintenant, on va attaquer la cuisson du charolais. Bon, ce qui est intéressant avec le charolais, c'est que c'est une viande qui est à la fois persillée, mais pas trop grasse non plus, en fait. Oui, hein. tout à fait. Oui. Puis là, c'est sur du filet, donc on est vraiment pas dans le gras. Mais regardez cette belle viande. Ouais. Alors ça se coupe à la fourchette. Hein. Ah, c'est vrai? Oui. On n'assaisonne pas sa viande avant la cuisson. Hein. On va faire cracher le sang. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Ça y est, on y est, c'est Voilà, cuit. c'est 2-3 cuit. minutes de chaque côté, C'est cuit. c'est parfait. Donc on va égoutter notre viande. Voilà. D'accord. Vous voyez, on a des sauces donc à base de réduction, c'est-à-dire 0 farine, et des Oui. sauces qui sont très, très liées naturellement, quoi, et très concentrées en goût. Ah oui, donc tu vas mélanger les Voilà. deux Voilà, donc pour les faire quelque fruits- chose de super Voilà. joli en plus. Génial. Voilà. Et on a prévu en accompagnement une petite fricassée de cèpes. Donc c'est les derniers cèpes là, des petits cèpes du pays. Donc on va mettre ça sur notre pièce de viande. Et Mais voilà, productive. une petite herbe Magnifique. fraîche pour finir le plat. Mais on va déguster Et tout il ça? n'y a plus qu'à déguster. Bah ouais. Voilà. Alors, le temps que je goûte, hop. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la viande charolaise? Parce que c'est une viande particulière qui est Alors- vraiment d'ici, alors, enfin qui oui, vient pas forcément la- d'ici, mais qui s'est épanouie ici. La viande charolaise, donc c'est une IGP, quoi, identification géographique protégée. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans notre bocage bourbonnais, l'Allier, et puis les départements limitrophes, Saône-et-Loire, Cher, Nièvre, voilà. Et je te confirme que tu avais raison, ça se mange à la fourchette, tellement Ah c'est oui, tendre. très très tendre. Et alors le mélange des deux sauces, mais c'est exceptionnel.
J'espère que vous avez pris des notes, mais pas d'inquiétude, la recette est à retrouver sur notre site internet. Le temps que je termine mon assiette, je vous propose d'aller découvrir l'une des plus vieilles spécialités de Moulins, les palais d'or. Et ça se passe dans l'une des plus jolies boutiques de la ville. La boutique en elle-même date d'environ 1835. À l'origine, on fabriquait du sirop d'orgeat dans cette boutique. Et après, Monsieur Serrardi a acquis cette boutique et en a fait une chocolaterie. Et c'est son fils qui, à l'époque, en 1898, a créé le Palais d'Or. Alors, il a juste eu l'idée d'apposer un décor d'or sur son chocolat. Et il n'a pas pensé à l'époque qu'un décor d'or allait avoir une telle renommée. Il ne l'a pas protégé, son chocolat. Et à partir de ce moment-là, le nom est tombé dans le domaine public. Alors, à l'intérieur, il a fait une ganache au café, enrobée de chocolat noir mi-amer. Une ganache au café, du chocolat, un trait de feuilles d'or, voilà pour la recette officielle. Mais pour la confection, le secret est bien gardé. Et comme j'ai envie d'en savoir un peu plus, je me rends à quelques pas de là dans la boutique de Sylvain. Il commence tout juste la production de ses palais d'or. Salut Sylvain, Bonjour Charlotte. comment ça va? Ça va? Bon alors je te dérange en plein travail. Oui, je suis en train de préparer des palais d'or. Alors, un palais d'or. Et alors, t'en es où là dans la confection? Alors là, c'est au tout début. Donc j'ai mélangé la crème avec le café. D'accord. Voilà. Et donc on Je est suis- dans ton atelier. Oui. Tu travailles ici depuis combien de temps? Alors depuis 6 ans, Ouais. mais j'ai fait mon apprentissage ici de 1996 à 1998. Dans la chocolaterie donc. Oui. Alors, on chauffe On chauffe. et c'est seulement après qu'on mettra le chocolat, c'est Oui. ça? D'accord, allez. Je te regarde. Alors on va verser la crème sur le chocolat. Et pourquoi on ne met pas le Oui. chocolat directement dans la casserole? Parce que ça peut brûler au fond de la casserole. Ah. Voilà, j'en mets à côté. Il faut aussi vous dire que ça sent très très bon. Alors déjà, depuis qu'on est entré ici, quand même, on est happé par une odeur de chocolat. Donc la chaleur de la crème va faire fondre le chocolat. Dernière étape, non, avant-dernière, c'est ça? Oui, avant-dernière. Donc l'enrobage, donc je me sers de ma machine. Alors tu nous montres comment tu fais? Alors je commence par placer les palais d'or, les intérieurs, sur ma grille. Oui. Voilà, donc une fois que les intérieurs sont sur la grille, Oui. je lance la soufflerie qui fait un petit peu de bruit. Ok. Donc en fait, dans la machine, les intérieurs vont passer sous un double rideau de chocolat. Ok. Et donc les Génial. palais arrivent sur le papier. Ils ont déjà une jolie forme et alors, effectivement, en plus, ils brillent. Oui. C'est super beau. Donc voilà, les palais sont prêts. Alors, c'est là qu'on passe à la feuille d'or, c'est On va ça? passer à la feuille d'or. Ils sont cristallisés, donc je peux décoller la feuille en plastique. Ça brille, c'est magnifique. Le dessus est brillant. Et donc je vais Donc c'est de couvrir l'or, de c'est du vrai or. C'est de vrai or pur. Et ensuite, je vais venir appliquer l'or comme des décalcomanies en fait. Ah, Donc j'approche juste ma feuille et Oh, je pardon. frotte avec l'ongle. ah tout simplement. Et, Et ça voilà. se... Et ça vient Wow. se coller au palais. Mmh. C'est un délice. C'est vrai que c'est vraiment... Enfin, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est léger, quoi, tellement c'est fondant à l'intérieur. Donc ça vient de l'étape où Qu'on on a a vu tout à mélangé l'heure, la ganache. la ganache, oui. On sent le goût de café, mais c'est, enfin, on sent quand même très très bien aussi le goût du chocolat. Enfin, ça n'altère pas le goût du chocolat qu'on sent Oui. derrière.
Alors ça, Donc ça vient c'est- du chocolat ganache où il y a un peu moins de beurre de cacao et plus de cacao. Voilà, et c'est dedans. pour ça qu'on continue à sentir Oui. ce goût de chocolat qui est très fort. Mais merci beaucoup, c'est délicieux. Vous l'aurez compris, c'est délicieux, et comme la recette est dans le domaine public, vous pourrez facilement trouver des palets d'or chez des chocolatiers de votre région. Mais pour goûter les vrais, c'est évidemment ici, à Moulins, que ça se passe. Cette première journée à Moulins s'achève, et on vous réserve une belle balade dans le prochain épisode. En attendant, pour tout revoir, c'est sur terredefrance.tv.